Il y a d'abord eu un changement majeur, c'est qu'en 93-95, j'étais le ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand, et entre 2010 et 2012, celui de Nicolas Sarkozy. Donc il est utile de souligner la différence entre les deux expériences. Mais ce n'était évidemment pas votre question. Le monde a changé durant cette période de 15 années, presque. Les puissances émergentes se sont renforcées. Les conditions dans lesquelles l'Union européenne se développe ont également beaucoup changé. Donc on peut dire que les différences sont majeures. En 93-94, la guerre était au cœur de l'Europe. Ne l'oublions pas. Les Balkans étaient effervescents et j'ai eu à gérer en particulier ce conflit entre Bosniaques, Serbes et Croates qui a été vraiment un véritable calvaire. Bon, la situation quelques années après est tout à fait différente. Est-ce que la France était moins entendue en 2011 qu'elle ne l'était en 1994? Je ne crois pas. Je crois que la France est toujours un pays dont la voix est attendue et souvent entendue. Et c'est peut-être cela dont nous allons essayer de parler maintenant. Ce sont des souvenirs plutôt dramatiques qui me reviennent à l'esprit lorsque j'évoque chacune de ces deux périodes. J'ai parlé tout à l'heure de la guerre au cœur de l'Europe, au cœur des Balkans, n'oublions pas, avec des milliers de morts. Voilà une image, un moment extrêmement fort. Sarajevo était assiégé depuis des mois, bombardé, avec un nombre de victimes sans cesse croissant. Et nous avons décidé, le président de la République, le Premier ministre de l'époque, nos amis américains, de dire stop. Nous avons donc lancé, par le biais de l'OTAN, un ultimatum aux forces serbes en leur disant si tel jour à telle heure vous ne reculez pas vos canons pour que la population de Sarajevo soit hors de portée de vos tirs, eh bien nous interviendrons. Et je me souviens de la soirée passée dans le bureau de François Mitterrand en attendant l'heure de l'ultimatum, qui était une heure tardive, je crois que c'était 11h au midi. Et évidemment, le poids de la responsabilité était énorme, puisque la question était de savoir si on allait déclencher la force ou pas. Et à 11h du soir, nous avons appris que les canons serbes se reculaient à 30 km de Sarajevo et que le siège de Sarajevo était non pas interrompu, mais desserré. Voilà un souvenir parmi d'autres. Vous voyez que ce sont des moments assez intenses qu'on a à vivre, et j'en ai vécu d'autres pendant cette période-là, mais aussi dans mon passage entre 2010 et 2012. Je pense bien sûr au voyage que j'ai fait au Conseil de sécurité en février 2011, si je me souviens bien, au Conseil de sécurité précisément, pour obtenir le feu vert du Conseil sur l'intervention de la France en Libye. Et là aussi, c'était une décision lourde de conséquences, puisque dans l'heure qui a suivi la décision du Conseil de sécurité, les avions ont décollé et se sont mis à voler au-dessus de la Libye et à stopper l'arrivée des colonnes de chars de Kadhafi sur la ville de Benghazi. Oui, j'allais vous demander, faut-il les retenir? Moi, je serais tenté de dire, allez-y. Faites l'expérience du vaste monde, allez voir ailleurs ce qui se passe. Vous avez beaucoup de chance d'ailleurs par rapport aux générations qui vous ont précédé. Moi, dans mon cursus, tout s'est passé entre Mont-de-Marsan, le quartier latin, la rue Gume, l'ENA. On n'avait pas la chance de pouvoir faire des stages prolongés à l'étranger. Vous avez cette chance aujourd'hui. Les opportunités sont très nombreuses. Donc saisissez-les, bien entendu, parce que c'est un enrichissement personnel formidable. Et puis après, revenez. Revenez pour faire profiter le pays de votre expérience. Et vous verrez, vous reviendrez. Parce que, une fois qu'on est allé voir ailleurs, on se rend compte que notre cher vieux pays, tellement critiqué, tellement vilipendé par nous-mêmes et par les autres, a des atouts tout à fait extraordinaires. Peut-être pourrait-on les développer ce soir. Parce que nous sommes dans une situation effectivement extrêmement difficile aujourd'hui, mais je ne me résigne pas à considérer que la France est un pays en déclin. Je ne le crois pas. Je crois qu'elle a des atouts formidables, qu'elle traverse une passe difficile, et que si nous sommes capables de jouer ces atouts correctement, nous pouvons remonter la pente et continuer à être une des puissances qui comptent sur la planète, sur le plan économique, mais aussi sur d'autres plans, sur le plan politique, sur le plan des grands choix stratégiques, sur le plan d'influence internationale, sur le plan culturel et linguistique aussi, bref, sur de nombreux plans. D'abord, vous dites qu'on pourrait attirer davantage d'étudiants étrangers. Commençons là aussi par
regarder la réalité en face, nous en attirons beaucoup. Une étude est sortie très récemment, je ne sais plus par qui elle a été faite, nous sommes le 3e pays au monde pour l'accueil des étudiants étrangers. Le premier, de loin, ce sont évidemment les États-Unis d'Amérique, vient ensuite la Grande-Bretagne et après la France. Je sais qu'il y a eu à un moment donné un certain nombre de difficultés sur cet accueil, sur certaines circulaires qui semblaient restreindre la délivrance des visas ou l'accueil des étudiants, mais nous sommes aujourd'hui sur ce plan-là très attractifs. Et pas simplement parce que notre système universitaire, à la différence du système anglo-saxon, est très généreux, je veux dire quasiment gratuit, en tout cas dans les universités publiques, et simplement parce que nous avons une réputation de qualité et parfois même d'excellence. Donc nous sommes attractifs, et là aussi, cela mérite de le souligner. Pourquoi est-ce que beaucoup de jeunes partent aujourd'hui à l'étranger faire des études? Pourquoi est-ce que le Canada est attractif? D'abord parce que c'est vachement sympa, le Canada. J'étais très bien et je peux comprendre que beaucoup de jeunes soient tentés par cela. Et puis je pense que l'idée qu'il y a derrière les études au Canada, c'est qu'on peut rester. Parce que le système universitaire canadien lui-même est certainement très intéressant. Il y a de très belles universités à Montréal, le McGill, Concordia, l'Université du Québec à Montréal, l'Université de Montréal. Mais bon, nous avons aussi d'excellentes universités en France. Donc je pense que la fascination de l'Amérique du Nord, c'est ce qui se passe après les études, et c'est là qu'est aujourd'hui notre principal défi. C'est vrai qu'une de nos difficultés aujourd'hui, c'est que beaucoup de jeunes Français se demandent si ça vaut la peine de continuer à créer, à entreprendre, à réussir en France, et s'il ne vaut pas mieux, immédiatement chercher. C'est ça sans doute qu'il faut corriger aujourd'hui. C'est difficile, il y a un certain nombre de réformes fondamentales à faire, et puis il y a surtout une réforme morale. Nous sommes aujourd'hui dans une sorte de spirale de morosité en France qui se mesure. Tous les eurobaromètres faits par Bruxelles montrent que le peuple français est le peuple le plus pessimiste d'Europe. Nous avons peur de tout en France, collectivement. Nous avons peur de la mondialisation. On réussit quand même ce tour de force extraordinaire d'être, je pense, le seul pays où un ministre se propose de démondialiser la planète. Fort, voilà, champion de la démondialisation. C'est assez caractéristique de cette espèce de refus des réalités qui caractérise aujourd'hui les Français dans la représentation collective qu'ils se font de leur pays. Parce qu'ensuite, quand vous interrogez les gens, mais vous, comment ça va? La réponse est souvent extrêmement différente et beaucoup plus positive. C'est vrai qu'il y a de bonnes raisons de penser qu'aujourd'hui, l'influence de la France recule dans le monde pour plusieurs raisons. La première, c'est que le monde a changé. C'est que nous avons été, quand je dis nous, je parle des puissances européennes et puis de l'Occident, qui va des États-Unis jusqu'au Japon, nous avons été, pas longtemps dans l'histoire, mais pendant 2 ou 3 siècles, le centre du monde. Enfin, le centre de la richesse, le centre de la puissance militaire et économique. Eh bien, nous ne le sommes plus. Le monde est devenu multipolaire, développé longtemps ce point, vous êtes parfaitement au courant de cette montée des puissances émergentes. J'ai été il y a quelque temps là, pour l'enterrement de Nelson Mandela en Afrique du Sud. Voilà, un pays qui aujourd'hui connaît un niveau de développement très soutenu, bon, pas de la Chine, du Brésil, etc., et beaucoup d'autres. Donc le rapport de force s'est modifié et le centre de gravité s'est déplacé. Quand je disais que ce n'était pas une situation que nous avons toujours connue, la Chine pesait dans le PIB mondial à peu près autant qu'aujourd'hui au XIVe ou au XVe siècle. Elle a connu ensuite un long déclin, notamment au XIXe, et aujourd'hui elle retrouve la place qu'elle avait occupée. Donc voilà les grandes oscillations de l'histoire, c'est la première raison pour laquelle nous ne pesons pas effectivement ce que nous pesions au XVIIIe, au XVIIe siècle, quand la France était un des pays les plus peuplés d'Europe, ou même encore au XIXe, au début du XXe siècle. La deuxième raison qui fait que nous ne pesons plus comme avant, c'est que nous n'avons pas su faire les réformes qui nous maintiennent dans la compétition et que notre compétitivité, précisément, se dégrade. Nous sommes aujourd'hui en 23e position dans les comptes de l'OCDE. Conjoncturellement, compte tenu des erreurs de politique économique qui s'additionnent depuis 2 ou 3 ans, nous faisons fuir les investissements étrangers. Le Monde a publié cet après-midi un article montrant, je crois que c'est une étude de la CNUSED, que les investissements directs étrangers ont baissé de 75%, à peu près 77% je crois exactement, en 2013. Parce qu'aujourd'hui, le système fiscal, le système
juridico-administratif fait fuir. Donc voilà, nous avons ce problème de compétitivité qui fait que nous sommes affaiblis. Et puis enfin, je dirais que notre principal handicap aujourd'hui, qui pourrait me pousser à répondre non à votre question, moi la France n'a pas l'influence qu'elle a eu par le passé, c'est ce que j'appelais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que nous avons le moral dans les chaussettes. Quand on veut jouer un rôle sur la planète, il faut avoir confiance en soi. Il faut avoir confiance dans son pays, il faut avoir confiance dans son avenir. Aujourd'hui, le doute s'est insinué dans la mentalité collective française pour des raisons objectives et pour des raisons aussi tout à fait psychologiques et en grande partie exagérées. Donc toutes ces raisons m'amèneraient à répondre négativement à votre question et pourtant je reste optimiste parce que nous avons des atouts considérables. D'abord, c'est quand même assez extraordinaire quand on se dit ça. On parlait de puissance moyenne. Nous sommes une puissance moyenne, nous avons 66 ou je ne sais plus combien de millions d'habitants, nous sommes dans le G8. Alors, je ne sais plus si nous sommes exactement la 5e puissance économique du monde ou la 6e. Je sais que ça ne durera pas parce que les autres montent, mais nous sommes toujours dans le top 6 ou 7 des plus grandes puissances économiques mondiales. Nous avons une situation démographique positive, à l'encontre de ce que connaissent la plupart des pays européens, et en particulier l'Allemagne. Quand on prolonge les courbes de démographie actuelles, eh bien, on se rend compte que d'ici quelques décennies, il devrait y avoir, si rien ne change, plus de Français que d'Allemands. Or, dans l'histoire, il y a une règle qui souffre un peu d'exception, c'est que les pays en déclin démographique sont des pays en déclin économique. Et que la croissance démographique stimule le dynamisme économique. Donc nous avons cette chance-là. Et puis nous avons beaucoup d'autres atouts. Vu d'Amérique du Nord, vous parliez tout à l'heure du Canada, une chose qui fascine tous nos amis, c'est la qualité des infrastructures en France. Ce matin, hier, je recevais des journalistes du Financial Times à Bordeaux, qui venaient enquêter sur l'impact économique de la réalisation des lignes à grande vitesse, puisque Bordeaux va en avoir 2 et même peut-être 3 dans les années qui viennent. La Grande-Bretagne n'arrive pas à faire sa ligne à grande vitesse selon Birmingham, je crois, et n'a pratiquement aucune ligne à grande vitesse, à part l'Eurostar qui arrive à Saint-Pancras. Donc nous avons ce réseau qui est extrêmement performant. Nous avons un pays magnifique. Si nous sommes la première destination touristique du monde, c'est pas par hasard. Et ça s'est confirmé encore dans les derniers classements qui viennent de sortir. Voilà, je pourrais allonger la liste. Nous avons un système éducatif et universitaire qui présente la grave défaillance de laisser beaucoup de jeunes sur la route, sur le bord du chemin. C'est vrai, c'est inacceptable, il faut donc le réformer. Mais là où ça marche, on est parmi les meilleurs. Hein. Je peux vous dire que le bachelier français qui arrive à Montréal, qui empoche un bac de qualité, eh bien, il soutient très largement la comparaison avec son copain américain, parce que les Américains viennent souvent étudier à Montréal, à cause des droits d'inscription, ou son copain canadien. Donc, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain, nous avons des atouts très importants, et je ne suis pas exhaustif, on pourrait en citer beaucoup d'autres. Nous avons une capacité d'innovation et de recherche forte, et puis c'est pas pour pousser les pompes, on a une jeunesse formidable, entreprenante, qui crée des entreprises. Je suis très, très, très surpris de voir ça. Parfois on dit, mais le rêve de tous les jeunes Français, c'est de devenir fonctionnaire. Fonctionnaire, il en faut, pas trop, mais il en faut. Mais j'observe que c'est pas le rêve de tous les Français. Il y a beaucoup de jeunes Français qui ont envie de se lancer dans la vie de l'entreprise et de créer leur propre entreprise. Donc voilà toute une série d'atouts qui nous font dire que la France a des possibilités pour tenir son rang dans le monde qui vient, même si ce n'est pas parmi les plus grandes puissances. Elle a aussi des atouts politiques, n'oublions pas. Et je rebondis sur ce que vous disiez à propos de la défense. Nous sommes d'abord une puissance nucléaire. Nous sommes un des rares pays européens à avoir une capacité de projection de force à l'extérieur. Les Anglais encore, c'est tout. Hein. Les Allemands ne peuvent ni ne veulent le faire. Les autres n'en ont pas non plus les moyens. Donc nous avons cette capacité-là, nous sommes membre permanent du Conseil de sécurité, et ça nous donne un rôle d'influence considérable. Je vois bien comment ça se passe à New York, dans les représentations permanentes. Il se trouve en plus que nous mettons souvent à New York d'excellents diplomates. La France joue un rôle. Lorsqu'on rédige des projets de résolution sur des questions aussi difficiles que l'Iran, la Syrie ou d'autres questions, la France est dans le coup. À cause de son statut de membre permanent, mais aussi à cause de l'excellence de sa diplomatie et de l'expérience qu'elle a des relations internationales. Voilà toute une série de choses qui me font dire qu'aujourd'hui, non, la France n'est pas un pays de second rang. Je crois que oui, il m'est arrivé
jour dans l'enthousiasme de signer un texte sur ce qu'on s'appelle l'option zéro, enfin donc la dénucléarisation complète de la planète. Michel Rocard m'avait entraîné à sa suite. J'ai signé de bonne foi, et naturellement, quel homme de bonne foi peut ne pas souhaiter que la planète soit délivrée des armes nucléaires aussi vite que possible. Sauf que c'est, je tentais de dire, messieurs les Russes et messieurs les Américains tiraient les premiers. Hein. Il y a 6 ou 7 000 têtes nucléaires, ou un petit peu plus dans le monde, la France en a 300. Donc il faut que nous gardions notre force de dissuasion tant que le monde n'est pas dénucléarisé, parce que c'est une condition essentielle de notre sécurité. Le monde est dangereux. Hein. Nous pouvons être demain, on nous dit que bon, la Russie est un pays ami et que l'Union soviétique, c'est l'histoire ancienne. Il y a d'autres pays qui peuvent constituer des menaces potentielles et contre lesquelles nous devons garder cette sécurité ultime qu'est la dissuasion nucléaire, faite, vous savez bien, pour ne pas servir, faite par définition pour dissuader, à condition qu'elle soit dissuasive. Donc je pense que ce serait une grossière erreur dans le monde d'aujourd'hui de baisser la garde et de renoncer à la force de dissuasion qui ne pèse sur un budget militaire d'une trentaine de milliards qu'à peu près 10% aujourd'hui. Vous êtes bien conscient. Je ne voudrais pas vous décevoir. Hein. Vous êtes tous idéalistes, pensez tous qu'on doit défendre des valeurs sans concession et rompre avec tous ceux qui ne les partagent pas. Oui, on peut dire comme ça sur le papier, mais on va être un peu seul alors, hein, sur la planète. Je crois que la France ne doit pas renoncer à porter ce message. Elle se veut la patrie des droits de l'homme, c'est vrai. C'est vrai aussi que la déclaration des droits de l'homme américaine est presque contemporaine de la nôtre. Il y en a d'autres, il y a une déclaration universelle des droits de l'homme, donc c'est un bien commun, mais un bien sur lequel nous avons un certain droit de paternité. Et c'est un des objectifs de la diplomatie française que de porter ce message. J'ajouterais, et on en parlera peut-être après, que c'est aussi un facteur commun entre les pays européens. Très souvent on dit, mais il n'y a pas de culture européenne, il n'y a pas de citoyenneté européenne, il n'y a pas de bien commun européen, tout ça est artificiel. Ce n'est pas vrai. Quand on se déplace à travers la planète, on voit bien qu'une certaine conception de la démocratie, l'attachement à un certain nombre de valeurs fondamentales, à commencer par l'égalité entre les hommes et les femmes, la laïcité, ça se discute, c'est plutôt un principe français qu'européen, mais surtout le reste. Il y a une approche commune européenne, mais qui souvent nous distingue de beaucoup d'autres zones géographiques. Donc c'est une des missions de la diplomatie française que de porter ce message. Est-ce que ça veut dire qu'il faut immédiatement en tirer les conséquences lorsque nous sommes dans un pays qui ne les respecte pas totalement? Il y a une nécessité de réelle politique, hein, il faut le dire, même si ça peut paraître un petit peu décevant, d'autant que ça n'est pas par le conflit qu'on peut faire évoluer les choses. Il vaut peut-être mieux aller en Chine et dire aux Chinois, comme nous avons pris l'habitude de le faire, votre truc ça ne marche pas, on n'est pas d'accord, voilà, il faut respecter les droits de l'homme. Au début, il y a encore 20 ans, quand on disait ça en Chine, on se faisait virer. Enfin, virer, oui presque, parce que les Chinois ne s'embarrassent pas parfois de protocole. Aujourd'hui, ils acceptent ce dialogue. Je pense qu'il vaut mieux prendre cette attitude. Voilà, la situation des droits de l'homme chez vous n'est pas satisfaisante. Ils nous répondent naturellement que la Chine n'est pas la France, qu'ils n'ont pas la même histoire, qu'ils n'ont pas la même culture, qu'ils n'ont pas surtout les mêmes conditions socio-économiques. Mais bon, il y a une pression qui s'exerce et je crois que c'est plutôt comme cela qu'il faut le faire que par une espèce de rupture vertueuse qui nous isolerait complètement. Et puis c'est vrai qu'il faut vendre. Hein. Si nous n'y allons pas, les autres y vont. Je prends un exemple très précis. Hein. À l'heure actuelle, je suis soumis à une pression par mon opposition à Bordeaux pour rompre le jumelage entre la ville de Bordeaux et la ville de Saint-Pétersbourg. Je ne me situe pas au niveau des grands enjeux nationaux, je reviens au niveau du terrain modeste où je suis. Parce que à Saint-Pétersbourg, il y a des comportements, des déclarations ou des règles homophobes. Et donc, une partie de mon opposition me dit, vous ne pouvez pas continuer à aller à Saint-Pétersbourg, qui est une ville homophobe. Jusqu'à présent, ma réponse a été de dire, je vais à Saint-Pétersbourg dire que nous battons contre l'homophobie et que j'appelle mes partenaires russes et saint-pétersbourgeois à évoluer, à changer leur position. Vous allez me dire, est-ce que vous y arrivez? Non, pas du premier coup. Vu le nationalisme russe, ils ont plutôt tendance à bomber le torse. Mais on s'améliore, hein, on a une influence. On fait passer un message, je crois que c'est plutôt comme ça, sauf si
moi, il se passe un événement absolument inacceptable, puisque vous me voyez jusqu'où peut-on aller, qui là pourrait provoquer une rupture. Permettez-moi d'y voir une grande continuité dans la politique française. Je crois qu'il n'y a pas eu, de ce point de vue-là, de changement de cap, a fortiori pas de rupture. Pendant la période où j'ai conduit la diplomatie française entre 2011 et 2012, début 2011, début 2012, la France avait la réputation, sur la question iranienne, d'être particulièrement exigeante. Alors que nos amis américains déjà commençaient à envisager la levée de sanctions sans avoir obtenu des contreparties extrêmement précises du régime iranien sur leur progrès dans la fabrication des armes nucléaires. Donc là-dessus, nous avons toujours eu une politique de fermeté et je vois plutôt une continuité qu'une rupture. Sur la Syrie, c'est un peu la même chose. Hein. Nous avons été d'emblée tout à fait en pointe et nous le restons. Et j'ai approuvé, pour ma part, la démarche du président Hollande quand il a dit à un moment donné « stop ». Hein, on ne peut pas accepter qu'un pays utilise des armes chimiques. Et nous avions, contrairement à ce que les Russes ont essayé de faire croire, la quasi-certitude, je dirais même la certitude, que ces armes avaient été utilisées par le régime pour écraser la rébellion. Nous ne pouvons pas accepter cela, et donc il y a un moment où la menace d'utiliser la force est la seule manière de rendre crédible le droit. Hein. Je pense qu'elle a eu raison. Alors après, on nous a dit, mais voilà, on a reculé en race campagne, les Américains n'ont pas été jusqu'au bout. Peut-être, il n'en reste pas moins que les Russes, pour la première fois dans le dossier syrien, ont bougé. Et qu'ils ont convaincu les Syriens de bouger aussi, et au moins de neutraliser, c'est en cours aujourd'hui, j'espère qu'on ira jusqu'au bout, la détention de ces armes chimiques et leur utilisation. Donc moi j'interprète ce moment de la diplomatie française plutôt comme un succès que comme une humiliation. Vous avez dit que les Américains nous avaient doublés et qu'après ils étaient mis d'accord avec les Russes. Mais nous avons été solidaires au moment où il le fallait, nous avons tenu un discours de fermeté au moment où il le fallait. Il y a les partis qui sont aujourd'hui au pouvoir, nous ont critiqué pendant des décennies parce que nous étions prisonniers de ce qu'on appelait la France-Afrique. Donc de réseaux évidemment suspects, pour ne pas dire quasiment mafieux, qui faisaient que nous nous mêlions de la vie intérieure des pays qui étaient nos ex-colonies et de leur sécurité aussi. Il y a de belle lurette que ces relations ont pu exister dans l'histoire, pas qu'elles étaient mafieuses, mais qui étaient des relations un peu congénitales, s'étaient modifiées. Et le président Sarkozy avait fait modifier l'ensemble des accords de défense que nous avions passés avec ces pays pour qu'ils soient publics, votés par le Parlement, et qu'ils ne comportent plus de clauses de soutien automatique des régimes en place. Donc nous avions déjà bien fait le ménage, si je puis dire, dans ces relations. Et de ce point de vue-là, la continuité est parfaite. Tous ceux qui avaient dénoncé la France-Afrique, eh bien, qu'est-ce qu'ils constatent aujourd'hui? C'est que l'Afrique est un continent majeur. Mettez-vous bien dans la tête qu'en 2050, d'après les prévisions démographiques qu'on fait aujourd'hui, il y aura 2 milliards d'Africains. 2 milliards d'Africains. Et donc on ne peut pas ignorer ce qui se passe dans ce continent. Notre sécurité est en cause. Toute la bande sahélienne, elle est de l'autre côté de chez nous. Pas de grève entre les deux. Alors, on n'est pas loin de la France, et laisser se développer au Sahel un lieu de terrorisme et de grande criminalité, c'est évidemment mettre en cause notre propre sécurité et la sécurité de l'Europe. Donc là encore, je pense que la continuité qui veut que la France a des responsabilités particulières en Afrique, qu'elle est demandée par un certain nombre de pays africains et qu'elle doit les exercer, elle me paraît beaucoup plus évidente que je ne sais quelle rupture avec la France-Afrique. Il fallait aller au Mali. Si on n'y était pas allé, le risque de voir Al-Qaïda descendre jusqu'à Bamako était majeur, avec une contagion très terrifiante, j'utilise le mot, sur les pays voisins jusqu'au Nigeria. C'est une opération à haut risque, c'est vrai, elle n'est pas encore complètement gagnée. Nous avons maintenu nos troupes beaucoup plus longtemps que nous l'avait dit le président de la République au départ. Je vais expliquer que c'était pour quelques mois, on y est toujours, et on y est peut-être pour quelques années. Il faut absolument qu'on se fasse relayer par d'autres, par les Européens, par les forces africaines, et je pense qu'il fallait prendre cette responsabilité. De même, en Centrafrique, où c'est beaucoup plus compliqué, puisque là, nous sommes pris dans ces conflits
entre milices religieuses qui sont extrêmement difficiles à maîtriser. Et là encore, il faut que l'Europe vienne à notre soutien. La décision de principe a été prise. 500 à 600 militaires européens devraient se déployer sur le terrain. Simplement, la grande différence, c'est que quand la France le décide, il nous faut 3 jours. Quand l'Europe le décide, il faut 3 mois. Quand c'est l'ONU, il faut, je vais dire, 3 ans. J'exagère, mais à peine. Donc, vous voyez notre responsabilité. Et de grâce, n'abandonnons pas l'Afrique. L'Afrique est un continent qui a un potentiel formidable dans le siècle qui vient. Elle est encore victime de toutes sortes de malédictions, beaucoup de conflits internes, une corruption galopante encore qui est très difficile à maîtriser, problèmes d'épidémie, de santé, de criminalité, mais elle a des atouts aussi formidables. Elle a des ressources naturelles extrêmement importantes, une population en fort développement, des conflits qui sont quand même moins nombreux qu'ils l'étaient il y a 10 ans, ou il y a 15 ans, un début d'organisation de l'unité africaine. Donc elle a ce potentiel tout à fait formidable, et une croissance qui nous échappe un peu, en fait, est de l'ordre de 4 à 5% par an sur l'ensemble d'une décennie. D'après les derniers chiffres publiés par le FMI, la croissance par tête d'habitant en Afrique a été de 5% en 2011 et 2012. Par tête d'habitant, malgré la croissance démographique. Donc vous voyez que le potentiel est là, et ce serait une erreur colossale que de se retirer d'Afrique. Nous ne sommes pas retirés d'Afrique. Nous y sommes présents. Nous sommes présents au Maghreb, nous sommes présents au Maroc, nous sommes présents en Côte d'Ivoire, nous sommes présents dans des pays de l'ancien Empire français, et nous sommes présents aussi dans les pays qui émergent. Je parlais de l'Afrique du Sud récemment, ou de l'Éthiopie. Donc cette présence française est absolument nécessaire, et là j'y vois aussi un élément de continuité. La francophonie, elle existe. Il y a d'abord une organisation internationale de la francophonie qui rassemble 50 ou 60 pays. Elle est très attractive, puisqu'elle attire même des pays non francophones. D'ailleurs, on a accepté un peu cette dérive en nommant des pays observateurs qui ne sont pas réellement francophones. L'Égypte, je crois, est le pays observateur de la francophonie, et quelques autres encore. Mais enfin, elle existe, et elle a un rôle politique. Il y a aussi d'autres associations à vocation francophone, comme l'Association internationale des grandes métropoles de langue française, l'AIMF, qui est assez active dans la coopération décentralisée, qui est un élément important de notre politique étrangère. Et puis, il y a quelque chose qui est assez ignoré des Français, qui est l'extraordinaire réseau des lycées français à l'étranger. Nous en avons dans toutes les grandes capitales et même au-delà, plusieurs parfois par pays, et ils drainent non seulement la population étudiante ou scolaire de nos expatriés, et puis des corps diplomatiques proches de nous, mais aussi les élites locales, qui se pressent aux portes de nos établissements parce qu'ils ont une réputation d'excellence et de qualité très grande. Il y a le réseau des Alliances françaises, qui est un réseau formidable, qui lui s'autofinance par des cours de langue en Amérique latine. Les Alliances françaises sont partout, et dans d'autres secteurs aussi. Donc la francophonie, elle existe, et je pense que c'est un degré d'influence important. Quand nous recevons des étudiants africains en France, qui viennent poursuivre leurs études en français, et qui rentrent chez eux, ils exercent souvent des responsabilités importantes dans la vie politique, dans la vie des affaires. Eh bien, le fait d'avoir fait des études en France et de partager la même langue crée, je ne vais pas trop simplifier les choses, mais enfin, quand on a des entreprises à choisir, voilà, le fait de parler français, ça peut donner un atout supplémentaire à une entreprise française par rapport à la concurrence d'un autre pays. Donc je crois qu'il ne faut pas abandonner ça. Je parlais tout à l'heure des 2 milliards d'Africains en 2050. Il y aura 600 à 700 millions de locuteurs français en Afrique. 600 à 700 millions. Ça aussi, c'est un atout important. Les Chinois, quand ils arrivent en Afrique, ils apprennent le français pour faire du business en Afrique, dans les pays francophones, naturellement. Donc je crois que la francophonie est importante. Le problème, c'est que personne n'y croit chez nous, et que les Français s'en foutent. La francophonie, c'est un truc de vieux con. Il y a eu quelques grands spécialistes, qui ont tous ou presque disparu. Moi, je souhaiterais qu'il y ait beaucoup de jeunes politiques qui s'engagent dans ce combat pour la francophonie, parce qu'il est important. Et il faudrait que nous commencions par défendre la langue française chez nous. Alors là, je vais tomber dans une de mes manies, qui est de partir en guerre contre la prolifération des termes anglais dans la langue française. Il faut être bilingue. Je pense que vous l'êtes tous. On ne peut pas aujourd'hui faire quoi que ce soit dans le monde si on ne parle pas l'anglais. Et par rapport à nos générations, vous avez beaucoup de chance, parce que là,
quand même commencé à apprendre correctement l'anglais en France, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ou 40 ans. Donc ne voyez pas dans mes déclarations la moindre déclaration hostile à la langue anglaise et aux autres langues. Parce que l'idéal, c'est d'être multilingue, bien sûr, l'anglais et d'autres encore. La connaissance des langues étrangères est pour vous une condition de réussite sine qua non. Enfin, je pense que je prêche les convaincus. Ça n'est pas une raison pour truffer tout ce qu'on dit en français avec des mots anglais. C'est un signe de déclin. Le mot n'est pas trop fort. C'est parce qu'on n'a plus la capacité d'inventer qu'on va piquer ailleurs. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Et donc, soyons innovants, et puis, il y a des trucs qui m'horripilent. L'exemple le plus caractéristique que je donne parfois, c'est dans la station balnéaire d'Osgore, il y avait un magasin de cycles où j'allais faire réparer mon vélo, c'était très bien, ça s'appelait les cycles machin, depuis 50 ans, il a changé, le fils du patron a pris les choses en main, maintenant ça s'appelle The Bike Factory. Donc, à Osgore, je vais réparer mon vélo à la Bike Factory. Je ne suis pas sûr que ça ait augmenté considérablement le chiffre d'affaires. Voilà, donc je ne m'attarde pas là-dessus parce que c'est une de ma vie, mais je suis très content de voir que Michel Serres, qui enseigne en Californie depuis très longtemps, s'est levé aussi contre les anglicismes. Regardez les publicités à la télévision. Maintenant, je crois que c'est iTélé, c'est le nom de la séquence d'information, c'est le newsroom. C'est pas le newsroom, c'est fait chic. Moi, je pense d'ailleurs que c'est une façon de dissimuler la méconnaissance de la langue anglaise. Comme on ne parle pas bien anglais, on va faire croire qu'on parle anglais en prenant quelques mots anglais dans le français qu'on parle. Ça, c'est une de mes thèses provocatrices.